Bien, chers collègues et chers amis, je voudrais entamer ce rapport moral après 4 années, en revenant 4 années en arrière, au Congrès de La Rochelle d'avril 2019, qui était à l'origine de la constitution d'une équipe autour du Bureau national et des membres associés qui se sont tous beaucoup investis dans une période qui, je pense sincèrement, et je crois que tout le monde ici aura pu le constater, a été l'une des plus complexes que notre profession ait jamais connue, et notre syndicat d'ailleurs. En effet, le fonctionnement qui a été celui d'Indépendance et Direction depuis sa création a été profondément bouleversé, à l'image du système éducatif d'ailleurs, qui a été pris dans une frénésie de réformes incessantes. Ce qui a eu pour effet de transformer notre métier à tel point qu'un certain nombre d'entre nous peuvent avoir aujourd'hui du mal à s'y retrouver. Le ton était donné d'ailleurs pendant ce congrès même de La Rochelle avec le projet du ministère de la fonction publique de l'époque de neutraliser les CAPA et les CAPM en leur retirant toute possibilité d'intervenir en matière de promotion et de mutation. Quoique ce sujet soit plutôt du niveau fédéral et non véritablement syndical, je prenais dès la fin du congrès de La Rochelle contact avec le SNPDEN et le SIEG pour créer une intersyndicale afin de rencontrer nos interlocuteurs ministériels et les convaincre de faire une exception pour les personnels de direction. Les deux autres syndicats représentatifs ont immédiatement accepté cette proposition et cette main tendue, bien conscients qu'ils étaient des conséquences de ces dispositions sur notre profession et sur l'audience syndicale. Nous avons donc été reçus en audience à l'initiative d'Indépendance et Direction, au niveau du ministère comme au niveau de l'Élysée. Il était question de défendre l'idée qu'une autre voie était possible et que des groupes de travail nationaux et académiques préparatoires au mouvement et aux promotions pourraient remplacer le fonctionnement disparu des CAPA et des CAP. Bien que nos interlocuteurs nous aient tous assurés qu'ils partageaient nos points de vue, qu'ils allaient plaider notre cause auprès du ministère de la fonction publique, ils n'ont pas été suffisamment convaincants pour faire pencher la balance. On nous a expliqué qu'une exception pour les personnels de direction n'était pas possible, sinon toutes les professions auraient demandé la même dérogation. Cette position ferme montre bien que le rapport qui a été imposé au syndicat depuis l'installation du nouveau pouvoir a été de transformer les partenaires sociaux en simples consultants parmi tant d'autres, que l'on écoute parfois lorsque les idées qu'ils apportent peuvent présenter un intérêt pour le pouvoir, mais à qui on laisse guère de marge de manœuvre pour infléchir un projet de quelque manière que ce soit. Jamais un gouvernement en place n'avait osé aller jusque-là. Cette stratégie a d'ailleurs eu provisoirement un effet délétère pour le pouvoir lui-même, car il a été à l'origine de la création du mouvement des Gilets jaunes, entre autres, qui étaient des groupes informels, non organisés, avec des revendications disparates, et qui, au-delà des explosions sociales auxquelles ils ont donné lieu, ont été rapidement endormis avec le cahier de doléances qui est vite d'ailleurs retrouvé dans les oubliés. Pour en revenir au CAPA et au CAPM, malgré la volonté de la FNEC-FPFE, aucune organisation interfédérale n'a pu se mettre en place. Et le démantèlement des prérogatives des CAPA et des CAPM a bien pris. Indépendance et Direction n'est pas resté sans réaction. Sous l'impulsion des commissaires paritaires nationaux, Monique, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, Florian, Patrick, que je remercie bien sûr pour leur action, nous avons demandé aux équipes académiques de prendre des rendez-vous auprès des recteurs et des DAZEN pour évoquer des situations de collègues au moment des mutations et des promotions. C'est ce qui s'est mis en place dans les académies et qui permet, selon la qualité du dialogue social instauré, et je suis heureux d'entendre qu'ici il a été poursuivi comme c'était le cas. Donc selon cette qualité du dialogue social, cela a permis de reprendre une partie du travail qui était le nôtre en CAPA et en CAP.
Il ne faut cependant pas abandonner le combat. Il sera fondamental de saisir toute occasion de reconquérir ce qui a été perdu et d'une façon ou d'une autre, de remettre le pied plus institutionnellement dans les opérations de gestion de carrière de collègues. Mais il est à craindre que ce sera bien sûr compliqué tant que les directions des pouvoirs resteront les mêmes. Parallèlement, le syndicat devait poursuivre sa professionnalisation. Celle-ci avait été évoquée dès le congrès de Nîmes en 2016 et confirmée au congrès de La Rochelle de 2010. La mandature précédente, autour de Philippe Donatien, que je salue, avait déjà largement travaillé sur le sujet. En novembre 2018, quelques exemples, Muriel, qui est avec nous, avait remplacé Evelyne en tant que secrétaire. Elle est toujours là, et donc c'est la preuve aussi que le casting était de qualité. Je la remercie pour son travail tout au long de ces 4 années passées ensemble, à la fois pour ses qualités professionnelles et personnelles, l'écoute des adhérents dont elle sait faire preuve, et ses qualités humaines qui en font quelqu'un de très précieux sur ce poste. Et je voudrais qu'on l'applaudisse. D'autre part, le passage d'une simple trésorerie d'association à une véritable comptabilité avec toute l'intégration des règles de fonctionnement que ça nécessite a été finalisé par notre ami Fabrice Arnaud, trésorier national. Et nous disposons aujourd'hui de règles de gestion claires et en parfaite conformité avec la réglementation. Les comptes ont été vérifiés par les vérificateurs il y a quelques minutes. Ils ont donné leur quitus. Bravo Fabrice et merci Fabrice. Toujours en termes d'organisation, un dossier resté en discussion depuis plusieurs années, sans avoir encore abouti, celui du poste permanent du syndicat. Ce poste devenait au fil du temps de plus en plus nécessaire pour plusieurs raisons. Nous avions besoin d'un interlocuteur pour nos adhérents, pour des conseils de premier niveau. Il était nécessaire de tisser un lien plus fort avec les académies. Le secrétariat général et le bureau national avaient également besoin de quelqu'un qui était personnel de direction pour travailler les dossiers, préparer les réunions, y participer, raffermir le lien avec la fédération et jouer le rôle de conseiller. Nous avons pu dégager suffisamment de décharges pour solliciter Agnès Couteau, qui a accepté, merci à elle. La création de ce poste a été un changement majeur, et le sera encore dans les années qui viennent, dans le fonctionnement syndical. C'est un poste prioritaire à faire perdurer pour asseoir notre efficacité. Merci Agnès. Toujours en termes d'organisation, le dossier du site informatique était un véritable serpent de mer qui devait trouver une solution. En effet, l'ancien site ne permettait pas une communication entre les logiciels de comptabilité, ne permettait pas de faire un suivi efficace des adhérents, à jour ou non d'ailleurs de l'utilisation, faisait l'objet d'une maintenance qui ne donnait guère de satisfaction, et peut-être que certains d'entre vous ont encore le souvenir au moment des CRDM, de l'encombrement du site au moment des résultats d'application, qui emmenait notre site sur un plantage général avec, naturellement, des centaines de collègues qui étaient en attente et qui trépignaient pour savoir quels étaient les résultats de ces mutations. Amand Riquier a été chargé de solutionner ce problème et de trouver un autre prestataire qui donnait satisfaction. Il a pris le sujet en main avec l'efficacité qu'on lui connaît et nous sommes maintenant dotés d'un site parfaitement renouvelé qui fonctionne parfaitement, qui communique sans difficulté avec le logiciel de comptabilité. Je voudrais remercier Amand et M. Bosniak pour ça. Toujours dans le domaine de la communication, une double question se posait. On
en 2019. Comment compléter les idées flash par une communication régulière regroupant un certain nombre d'articles d'actualité diffusés à tous les personnels de direction à raison de 2 diffusions par mois en moyenne. Et par ailleurs, comment aborder la question de la revue compte tenu des difficultés de plus en plus grandes de trouver des rédacteurs et des rédactrices et des coûts engendrés par l'impression de cette revue et sa diffusion. C'est ainsi qu'est né, c'était au congrès de Clermont-Ferrand, le congrès de la FNEC, c'est ainsi qu'est née l'idée de la création de l'e-direction, et puis ensuite de transformer l'idée, la revue idée, ce qu'on appelle l'IDEMAG, papier, par une revue informatique, complétée par un vadémécum papier pour les stagiaires notamment par an, qui a permis une très sérieuse économie pour les finances du syndicat, d'une part, mais aussi qui a permis une communication beaucoup plus régulière diffusée à tous les personnels de direction. La mise en place de l'e-direction a été pensée au congrès de la FNEC de 2019, je l'ai dit, c'est un bimensuel que Stéphane Burguin est chargé de diffuser sous forme informatique et qui permet d'occuper la place par des articles courts d'actualité, de donner des informations à partir d'une veille juridique et de retracer les informations de nomination de recteurs de DAZEN ou de ESG. Il permet d'afficher nos positions en temps réel sur les différents sujets du moment. Et ils sont d'ailleurs légion aussi. La gestion de la revue, de son côté, la revue papier qui a été transformée en revue numérique, a été confiée à Julien Giovacchi, que je remercie aussi et que je salue ici, et le vadémécum a été lui délégué à Amand-Piquet, une fois de plus, à la suite de la finalisation du dossier du site informatique. Il conviendra de s'interroger sur la forme que pourra prendre l'IDEMAG dans l'avenir, considérant qu'une revue un peu trop généraliste peine à trouver des rédacteurs aujourd'hui. Une piste sur une revue à thème a déjà été explorée assez profondément et a abouti à une parution spéciale sur la laïcité qui a fait date et qui nous a d'ailleurs permis de lier de nombreux liens avec notamment le Conseil des sages de la laïcité. Merci notamment à Agnès Andersen et à Julien Giovacchini qui ont été la cheville ouvrière de cette revue spéciale. Afin qu'IDE soit identifié par tous les nouveaux personnels de direction, nous avons continué nos interventions à Liège-2EF devant les stagiaires. Merci à l'équipe de Poitiers, à Amand-Piquet encore, à Florian Dotrogoff, à Agnès Couteau, qui ont bien voulu consacrer plusieurs soirées à intervenir auprès des collègues pour faire connaître et promouvoir notre syndicat. Une question s'est cependant posée. Dans la droite ligne du pouvoir qui cherchait à évincer au maximum les syndicats et les propositions d'intervention qui nous ont été faites ont été de plus en plus tardives. Tardives dans la journée. Il s'agissait d'interventions à des heures où il devenait très improbable que nos collègues déjà bien fatigués par une journée très dense soient suffisamment motivés pour rester écouter la parole syndicale. Toutes les OS ont donc fini par se retrouver avec seulement quelques interlocuteurs devant eux. Et l'investissement consacré par nos intervenants a été peu rentable en termes d'idées. Pour autant, IDE peut se vanter d'avoir été en 2022 l'organisation qui a rencontré le plus de stagiaires après l'intervention, même si ceux-ci se quittaient sur le doigt d'une main. À la suite de nos protestations auprès des Liège-2EF, des jours et des horaires plus propices vont nous être proposés pour ces prochaines séances. Pour poursuivre dans le domaine de la communication, nous avons resserré l'utilisation des réseaux sociaux, abandonné Facebook peu consulté, et plutôt favorisé Twitter pour des réactions à chaud sur l'actualité immédiate. Cependant, les retweets ou likes montrent que ces outils ne touchent pas un nombre très important de collègues. Et il ne s'agit que de moyens de complément aux autres modes de communication déjà listés. Enfin, pour terminer sur le sujet de la communication, un certain nombre de reproches nous ont été faits par nos adhérents. Ces reproches étaient de la nature suivante. On ne voit dans les médias que le SNTGN et jamais ou presque jamais IDE.
C'est une réalité, même si on le voit beaucoup plus qu'avant, malgré tout si vous êtes attentifs à tous les médias. Mais sachez que ce n'est pas faute de relier systématiquement aux médias de communication. Un gros travail est fait à ce sujet par Pascal Casier, que je remercie de son investissement et qui a tous les contacts avec les médias. En toute objectivité, nous sommes aujourd'hui de plus en plus visibles, sauf sur les télévisions. Nous sommes connus et interrogés par le café pédagogique Le Monde, Europe 1, La Croix, Le Figaro, RMC, RTL, j'en passe, BFM, l'AEF, bien sûr. Force est de constater cependant que les médias préfèrent souvent relayer les positions du syndicat majoritaire, considérant qu'elle représente ce que pense la profession dans sa quasi-totalité. Pour conclure sur le travail concernant le fonctionnement, il faut citer la mise en place de réunions hebdomadaires au secrétariat général en visioconférence, la création d'un groupe WhatsApp entre membres du HG pour la réactivité sur les sujets d'actualité, l'augmentation du nombre de réunions du secrétariat national, là aussi complétant les réunions en présentiel par de la visio. Ces éléments sur les modifications concernant l'organisation du syndicat évoqué, il faut maintenant parler de la conjoncture qu'a connue le syndicat pendant ces 4 années. J'ai parlé en introduction d'une des périodes les plus complexes qu'indépendance et direction ait connues. L'analyse, année après année, montre que cette transformation profonde a été engagée dans l'éducation nationale, couplée à une crise sanitaire et sociale hors norme. Quelques exemples. En 2019, c'est la mise en place de la réforme du lycée et du LP. Si ID avait soutenu l'idée, justement, de cette réforme, il avait également précisé que c'était à condition que la nouvelle mesure n'apporte pas de complexification à outrance. Il s'est avéré qu'en réalité, l'impréparation et les tâtonnements concernant sa mise en place ont bel et bien compliqué la tâche des personnels de direction. EDT difficile à mettre en œuvre, mise en place des E3C qui étaient véritables usines à gaz, problème dû à la normalisation des copies, règlement du bac qui ont changé tous les ans. On n'en est pas encore sorti. Dernier avatar, le problème du positionnement dans le calendrier des épreuves de spécialité. Dès 2019, à l'opposé des autres syndicats de personnel de direction, ID demandait qu'elle soit située en fin d'année scolaire. On n'a pas manqué de remarquer qu'aujourd'hui, les deux autres syndicats rejoignent la position d'ID depuis quelques mois seulement. Afin d'éviter la démobilisation des élèves après mars, nous étions bien conscients de la difficulté qui allait se présenter. Ce qui n'a pas d'ailleurs empêché le ministre de placer à nouveau ses enseignements de spécialité dans les jours qui vont précéder le congrès. Quant à la réforme du LP, elle n'était pas encore stabilisée que le ministre en annonçait une autre. 2019, c'est aussi la mise en place de la réforme des PIAL, de la mise en place des PIAL, qui 4 ans après reste une charge très lourde portée par le personnel de direction et surtout un système à revoir. Autre exemple, de 2020 à 2021, la crise du Covid, les confinements, la mise en place de l'enseignement en distanciel, ce qui n'a pas empêché le ministère de mettre en place d'ailleurs de nouvelles mesures dans l'éducation nationale. Évaluation des établissements, réforme de l'évaluation des personnes de direction, instauration du contrôle continu au bac, SNU, test Covid dans les EPLE, jauge dans les salles de classe, vacances apprenantes, PIX et Valence. Voilà ce qui a été mis en place pendant ces années où nous étions censés être sous restriction sanitaire avec des conditions particulières. 2022, c'est la loi 3DS, la nouvelle réforme du lycée professionnel et la crise de l'énergie dont on a beaucoup entendu parler juste avant les vacances de fin d'année de Noël. Et donc vous remarquerez qu'on ne nous parle plus dans les établissements d'une question de coupure électrique. Alors il faut mettre du focus sur quelques actions phares, partout bien sûr, mais quelques-unes qu'Indépendance et Direction a menées pendant ces 4 années. La première, bien sûr, concerne les conditions de travail des personnels de direction. Elles ont été aggravées, certes, par la crise Covid, mais c'est surtout le mode de management par les autorités ministérielles qui a été à l'origine de leur dégradation sensible. À une volonté de réforme permanente, on pourrait même parler de réformite, s'est ajouté un mode de management descendant et injonctif qui a été à l'origine du malaise de la profession. Ainsi, le ministre a mis la pression à ses services, la DGSCO entre autres, pour qu'ils mettent en place de façon précipitée dans le cadre
de façon précipitée le cadre des évolutions. Puis, naturellement, la DGESCO a mis la pression au recteur et au DAZEN. Ces derniers, naturellement en bout de course, mettant la pression sur les personnels de direction pour qu'ils mettent en œuvre d'innombrables changements sur le terrain. Dans ce contexte, l'indépendance des directions a mené bien sûr des actions dont l'idée, l'esprit a été de mettre en place des boucliers afin de les protéger le plus possible de ces pressions. Voici quelques exemples les plus significatifs de cette action. 2020, en pleine crise Covid, le ministère entend mettre en place PIX en collège et en lycée, ainsi qu'une nouvelle évaluation appelée Evaluation, qui existe aussi aujourd'hui. Indépendance et direction donne alors la consigne aux personnels de direction de ne pas mettre en place ces dispositifs s'ils ne sont pas en capacité de le faire. Un communiqué correcteur est rédigé en ce sens et mis à disposition des académies. Une action symbolique avec une lettre ouverte au ministre accompagnée de photos montrant une main de permis rendant son ordinateur recueille plus de 9000 signatures de collecte. Le ministre recule et prononce un oratoire sur PIX et Evaluation. En 2020 toujours, et à la suite de la demande constante d'indépendance de direction, une charte des pratiques de pilotage est validée avec la direction de l'environnement. Je vous rappelle que Indépendance et Direction a été le seul syndicat à demander cette charte des pratiques de pilotage. Les autres syndicats s'y sont accrochés ensuite, mais aucun des deux n'a été à l'initiative de cette charte. Et bien sûr, Indépendance et Direction y a apporté des ajouts et des changements majeurs qui ont tous été validés par le ministère. Cette charte voit le jour en 2021 et elle est un outil essentiel pour la profession. Mais il faut tout faire pour qu'elle soit appliquée. La plupart des compartiments de fonctions de personnel de direction qui sont évoqués, y compris les applications informatiques. Il est donc nécessaire de veiller à ce que dans les académies, cette charte de pratique de pilotage fasse bien l'objet de déclinaisons opérationnelles sur le terrain. En 2022, constatant que la plupart, voire la totalité des académies de cet été peu ou voire pas du tout saisies de la charte de pratique, ID demande à la FPFO d'intervenir en CHS-CPM pour mettre la question des conditions de travail des personnels de direction à l'ordre du jour. L'objectif est alors d'obliger le ministère à se saisir du sujet. Devant le refus du président du CHS-CPM, ID provoque une manifestation devant le ministère le 15 septembre 2022 et demande audience. Nous sommes reçus par le cabinet, obtenons qu'un GLPD, le groupe national des personnels de direction, c'est-à-dire la commission Blanchet au niveau national, spécifique sur les conditions de travail, se réunisse. Un comité de suivi de la charte doit également se mettre en place afin de veiller à son application. Après une pause due à la période des élections professionnelles, il convient de remettre ces questions à l'ordre du jour des prochaines revendications. Autre point sur lequel l'indépendance et direction a mené son action: carrière et rémunération. Indépendance et direction a été le premier et le seul syndicat pendant longtemps à s'indigner du taux de promotion à la hors classe. En 2020, 4 fois plus faible que celui des inspecteurs et 2 fois plus faible que celui des professeurs. Il n'a eu de cesse de réclamer une augmentation des taux. Ensuite, les autres syndicats nous ont rejoints. Une augmentation a lieu puisque ce taux passe de 8,25 en 2020 à 12,5 en 2023 et sera porté à 15% en 2026. La première augmentation du taux passant de 8,25 à 9,5 a fait l'objet de communiqués triomphants du SNPDF et du SGEN. Seule idée a dit que cette augmentation n'était pas significative et qu'elle ne pouvait constituer qu'un premier pas. Même si 15% en 2025 ne sont toujours pas un saut satisfaisant, il faut reconnaître quand même que la situation s'est améliorée d'année en année, alors que pendant plus de 10 ans, le taux stagnait aux alentours de 8%. En ce qui concerne la rémunération des personnels de direction, ID a participé aux réunions de l'agenda social, notamment Valérie Forest et Anne Riquier, qui ont été aussi rejoints d'ailleurs Florian, et a revendiqué dès leur mise en place une augmentation de l'enveloppe initiale prévue pour cette rémunération. Augmentation qui aurait permis que les adjoints de 4e exceptionnel puissent bénéficier d'une augmentation salariale. ID a aussi demandé que la plus grosse partie de la rémunération concerne la part F de l'IF2R et non la part R.
Conformément au mandat du Congrès de La Rochelle, l'idée a demandé à la FNEC FPFO de voter en CTM contre les dispositions qui entraînaient une évaluation des adjoints par les chefs d'établissement. Nous sommes aujourd'hui seuls, dans les réunions ministérielles, à affirmer cette position, ce qui agace beaucoup d'ailleurs nos interlocuteurs. Nous avons été également les premiers à donner des consignes aux collègues pour s'opposer à cette disposition sans défavoriser nos collègues électeurs. Un mot sur les élections professionnelles qui viennent de se dérouler. Le travail de SAC mené par nos dirigeants pour affaiblir les syndicats n'a pas manqué d'entraîner de funestes conséquences sur les taux de participation aux dernières élections professionnelles. Rappelons les chiffres. Élection CAPN 2018, 81,85% de taux de participation. En 2022, 75,5% de taux de participation, soit une baisse de 6,3 points. Cela représente 767 personnels de direction sur 13 500 qui n'ont pas voté. Dans ce contexte, les 3 OS représentatives de personnels de direction ont perdu les électeurs. Les 3. Le SME gère presque 400 voix, l'idée 255. Dans ce contexte, il est vrai que nos résultats auraient pu être meilleurs et peuvent avoir déçu à certains moments. Tout dépend des académies, ils ont été très disparates. Et ils reviennent finalement au niveau national à un taux qu'on a connu entre 2014 et 2018. Nous maintenons sans difficulté notre siège pour la CRPN, mais il nous a manqué 200 voix pour en obtenir un second. En revanche, même dans les académies qui progressent en pourcentage, il a été très difficile de se maintenir en CAPA, considérant la modification de la loi électorale qui fait passer le nombre de sièges de 6 en 2014 à 2 sièges en 2022. Dans la quasi-totalité des académies, à quelques petites exceptions. Là encore, on voit bien que tout est fait pour faire taire l'expression plurielle et profit du dialogue avec une organisation unique qui pratique la cogestion et avec laquelle le pouvoir compte bien s'accommoder. Mais il s'agit également d'un miroir salouette lorsque l'on voit à quoi servent aujourd'hui, malheureusement, les commissions paritaires. Point positif, la fédération progresse, ce qui nous permet de consolider notre position représentative au sein de notre ministère. Parce que je vous rappelle, comme le syndicat est maintenant considéré comme représentatif, à partir du moment où il fait partie d'une fédération qui a au moins un siège à l'ex-CTM, aujourd'hui CSA Médical. Au moment de transmettre le pilotage de notre syndicat, je voudrais rappeler que le travail de terrain dans les académies, bien sûr, est fondamental, je le savais. Bien sûr, nous sommes présents au niveau national, bien sûr, nous apportons nos contradictions et nos propositions au ministère, bien sûr, nous sommes totalement indépendants par rapport aux politiques qui nous sont présentées, mais tout au long de ces 4 années qui viennent, ce sera le travail de proximité et d'accompagnement au quotidien, comme vous savez le faire, qui nous permettra de gagner du terrain. Il faut être visible partout dans les académies, intervenir systématiquement dans les réunions de recteurs, les réunions de TASEL, les réunions de collectivités. C'est en se faisant connaître et reconnaître au niveau local que nous pourrons progresser et assurer à nos collègues personnels de direction l'existence d'un contre-pouvoir constructif qui, je vous le dis très clairement, ne sera pas incarné ni par le CPDE ni par le CN, qui ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Campagne électorale de 2026 est donc lancée dès maintenant. Le nouveau bureau national qui sera soumis à votre vote est composé d'hommes et de femmes qui regroupent beaucoup de qualités. Un certain nombre d'entre elles et d'entre eux ont capitalisé de l'expérience pendant 4 ans et leur connaissance des dossiers sera un réel atout pour notre syndicat. Les nouveaux apporteront un regard neuf. Ils incarnent l'avenir de notre organisation. La plupart ont fait leurs armes dans les académies. Quant à celle qui devrait être élue secrétaire générale, elle a exercé des fonctions académiques puis nationales depuis longtemps, notamment comme membre du BN puis comme secrétaire général adjoint. Son analyse des dossiers lui permet d'avoir un regard impartial et objectif sur tout ce qui nous est présenté par nos autorités. Elle a donc toutes les compétences pour faire progresser notre syndicat en s'inspirant des difficultés et des réussites du mandat précédent. Je vous remercie pour votre écoute. Je souhaite un bel avenir à notre syndicat et vive l'indépendance et direction.
Merci.